Cette semaine, dans le balado, on intervient dans une guerre entre robots et on assiste à un drôle de mariage. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Merlot et Jean-François Breton. Salut Jeff. Bonjour. Alors, cette semaine, on poursuit cette déferlante estivale avec l'arrivée d'un autre gros blockbuster. Est-ce qu'il est si attendu que ça? Ça, c'est un autre débat. Écoute, on mentira pas, là. C'est quand même une plus petite semaine que la précédente et que la suivante, que la prochaine. Et voilà, fait qu'avant de faire le tour des sorties de la semaine, écoute, je pense que c'est la première fois en combien de mois, sinon d'années, c'est tranquille cette semaine. Surtout que c'est toi le détective des nouvelles là, qui est à l'affût. Fait que c'est pas moi qui aurais pu te sauver. Pas de nouvelles, rien de... Pas de nouvelles majeures, ni de bande-annonce non plus très intéressante qui mérite d'être mentionnée. Là. Je peux dire, le temps d'un été, on a sorti la bande-annonce complète parce que c'était une pré-bande-annonce. Là, ce film avec Patrice Robitaille, Guy Nadon, Élise Guilbeault et toute la famille qui prend l'affiche le 14 juillet là, sur un pasteur qui pogne une gang de sans-abri et qui les amène un été en vacances. On le positionne, j'ai l'impression, un peu comme la grande séduction de l'été. Là. Tu sais, ça doit être un feel-good un peu quand même. Feel-good, mais pas aussi comique, je pense, que la grande séduction. Là. Mais oui, ça se veut l'espèce de film rassembleur de l'été. On verra bien. Là. On ne l'a pas vu encore, on ne sait pas. C'est effectivement. Parce qu'on sait que pendant quand même plusieurs mois, il n'y avait comme rien d'annoncé. Il y avait comme un spot vacant pour un film québécois. C'est un film que je pense, s'il est sympathique, qui joue bien ses cartes, peut aller faire 1 million. Tu sais, si tout le monde trouve l'intérêt, 700 000 peut-être. Mais ça sera pas... c'est pas un Émile Godreau, là. C'est pas Michel Côté, hein, justement. Non, sinon, moi, écoute, j'ai plus un fun fact qu'une vraie actualité, mais je suis tombé, justement, même sur l'heure du dîner, avant qu'on enregistre, sur une histoire bien cute concernant le dernier Spider-Man, Across the Spider-Verse. Okay. Écoute, c'est sorti hier, aujourd'hui. En fait, qu'il y a un garçon de 14 ans qui a travaillé sur le film comme animateur. C'est un jeune de Toronto, un Canadien. De chez lui ou il allait au bureau? De chez lui, en fait. Il a fait ça à distance. En fait, en janvier, donc de cette année, quand il a vu la première bande-annonce du film, il l'a recréé en Lego. Et ça a devenu viral et c'est tombé entre les mains des producteurs Chris Lord et donc Phil Lord et Chris Miller, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ils ont capoté sur le résultat. Même des gens de la production des animateurs ont dit écoute, ça a l'air pro, là, ça n'a aucun sens ce que ce garçon-là réussi à faire. Donc, ils l'ont invité à animer la fameuse petite scène de Lego de film. Ouais. C'est lui qui a travaillé là-dessus pendant quelques semaines. Donc, fait que lui, il disait justement, il y avait chaque semaine une petite rencontre Zoom avec Phil Miller là, pour parler un peu de la progression de la séquence. Tout ça. Fait que c'est quand même hot, là, tu sais. Ouais. Fait que son rêve, évidemment, c'est de travailler dans le monde de l'animation. Je pense que les portes vont lui être grandes ouvertes. Ouais, ben là, c'est sûr qu'après ça... Une fois qu'il va graduer du secondaire. Ben oui, puis je veux dire, ça, c'est de l'animation de Lego, là. Tu peux pas faire tout... à moins que tu te spécialises dans le stop motion, le clé puis n'importe quoi, mais s'il veut faire de l'animation d'ordi, il va quand même falloir qu'il apprenne à faire ce détail-là, qu'il aille faire des classes. Je pense d'après son CV ou ses affaires, là, il baigne déjà là-dedans. Ouais, pas mal. Là, je pense que c'est un talent né, comme on dit. Pas juste du stop motion de Lego qu'il fait. Non, c'est ça. Fait que... Non, en fait, c'était même pas... Je sais pas si c'était en stop motion ou en animation 3D qu'il fait. Ou en tout cas. Ah ouais, OK. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'il a recréé vraiment T'es-tu retourné le voir, toi, ou pas encore? Pas encore. OK, moi non plus. Mais ça fait partie des choses que je veux faire. Je suis retourné voir Fast X. Oh, OK. Là, j'ai déchanté un peu. Là. Je veux dire, ça fait quelques semaines. C'est pas super bien écrit, là, mais on riait encore. Mes amis ne l'avaient pas vu. Eux autres, là, j'étais content. J'étais content qu'ils trouvent ça drôle. C'est vraiment drôle. Je suis encore passé un certain bon moment, mais c'est pas des grands films. Mais écoute, là... Tu sais, on trouve qu'il marche un peu moins bien que les autres financièrement, mais il est quand même rendu à comme 650 millions de dollars. Ben, le milliard va être difficile, là, je pense, mais tu sais, ils peuvent se rendre à un 800-900, puis... Écoute, c'est à l'international, c'est là qu'ils trouvent ses marchés, surtout en Chine, qui demeure un succès incroyable. Comme tu disais, ils ont quand même pris le temps d'annoncer le spin-off de Hobbs puis tout. Je pense pas que la finale, ils vont la faire en 2 autres volets. Là. Je pense que là, s'ils sentent qu'ils perdent des miettes à chaque fois, ils vont couper court. Ben, pas couper court, mais faire comme le plan initial. Mais bref, en tout cas, assez parlé de Rapide et Dangereux. Mais écoute, on va quand même parler d'autres films de char, d'une certaine façon.
Ben oui, allons-y avec direct des nouveautés, je vous dis, si vous prenez une marche en nous écoutant, je pense que ça va être plus bref cette semaine. Vous allez juste faire un tour du bloc. Ouais, allez juste au dépanneur, achetez votre pain de lait puis revenez à la maison. Donc, c'est le retour de ces fameux robots véhicules Transformers, cette fois-ci Rise of the Beast de Steve Caple Jr. Oui, écoute, on est en 1994, ça a toujours la cote, les films rétro. Et la musique va en témoigner du rap écoute. Que moi, j'avais aucune référence. Peut-être que j'étais pas dans cette catégorie musicale-là. Je les ai écoutés par après, là. Évidemment, pas en 94, j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans, je sais pas. J'écoutais pas ça ben. Mais et plus tard, j'ai écouté, je pense qu'il y a du Ice Cube qui joue. Puis, je sais plus si c'est du Tupac ou Ja Rule, une affaire de même. Là, il y a beaucoup de needle drop, en tout cas. Il y a beaucoup de... Needle drop. Ouais, exact, c'est ça. Alors, on est en 94 et... en fait, avant d'être en 94, on comprend qu'il y a de la bisbille sur une planète et il y a les primals, donc des genres de transformeurs, mais animaux, robots animaux. Là. Vous l'avez vu la bande-annonce avec le gorille géant et autres. Qui veulent cacher une espèce de clé qui permet à un portail d'avoir une espèce de grande créature méchante que le nom m'échappe. Les Unicron. Les Unicron. Mais le gros monstre géant. Une espèce de Galactus, pour ceux qui connaissent l'univers Marvel, peut-être. Qui mange des planètes et tout. Fait que là, ces 10 animaux-là cachent ça et l'envoient sur Terre. Et là, on est transporté en 94. Et ce truc-là refait surface. Et il y a 2 humains qui vont être mêlés à tout ça. Ça va réveiller un peu Optimus Prime. Et là, on va suivre plus, pas Bumblebee, mais Mirage, qui est un genre de Porsche. Ouais. On comprend qu'il peut être plein d'autos, en fait. Mais à ouais, base, c'est ce qui est un peu... qui porte à confusion, parce que les jouets, ce n'était pas le cas. Non, c'est ça, chacun a un modèle. C'est un peu tiré par les cheveux, mais bon. Là, c'est ça. Et j'imagine qu'il est comme plus confortable quand il est une Porsche 911, mais il pourrait être une Ferrari, puis un camion de vidange, puis n'importe quoi. Mais pas un avion, ça en prend un autre. Alors, en tout cas. Bref, fait que tout ce monde-là est mêlé. Ils vont essayer de retrouver le dit objet. Ça va les mettre en contact avec les Maximals, donc ceux animaux qui font... qui se tiennent dans le bois, puis tout ça les mène au Pérou et à combattre pour empêcher cette espèce de clé de rouvrir le portail qui va faire que ce mangeur de planète vienne manger la Terre, vienne nous dévorer. C'est ça, et tout ça sur fond de rap. Bien sûr. Et comme c'est le cas avec ces films-là, c'est souvent un nobody très jeune qui va s'allier avec les Transformers pour sauver la Terre et l'humanité. Parce qu'évidemment, il n'y a personne de compétent sur la Terre qui peut faire ça. Donc, ce qu'on comprend, là, c'est qu'ils font pas confiance aux humains, mais ces humains-là s'immiscent dans leur cercle robotique. Donc, où se situe ce film-là dans cette timeline des Transformers, pour ceux qui suivent le conte, qui s'y intéressent? C'est le 7e film quand même de la franchise, on doit le mentionner. Le premier était sorti en 2007, donc on a eu 5 réalisés par Michael Bay, l'homme aux explosifs. Puis au coucher de soleil. Et pour le dernier volet, finalement, il avait délaissé la réalisation. Donc, c'était Bumblebee, qui était le 6e film. Et on avait décidé de repartir un petit peu le tout. Donc, l'action se situe en 1987, si ma mémoire est bonne. Donc, c'était un peu un film centré sur le personnage de Bumblebee, donc la voiture jaune, un des personnages les plus populaires, ainsi que Hailee Steinfeld, qui était la comédienne dans le film. Donc, le film, ce nouveau Rise of the Beast, se veut une suite un peu à Bumblebee, mais aucun lien finalement, là, vraiment. Là, donc, ça peut s'écouter... le seul lien est Bumblebee. Bumblebee, c'est ça. Mais... Donc, d'ailleurs, et c'est peut-être un peu dommage, honnêtement. J'aurais préféré qu'on ramène le personnage d'Hailee Steinfeld, qui était super intéressant, très sweet. Et je trouve que c'est peut-être le film le plus charmant de la série. Finalement, on a décidé d'aller ailleurs avec ça. Les petites histoires, les Transformers animaux existent quand même en jouet depuis les années 90. Donc, cette nouvelle trilogie, entre guillemets, là, parce que je dis bien entre guillemets, ça va dépendre de son succès. OK, ils ont annoncé une trilogie pour ça. En fait, oui, c'était leur souhait de faire 3 films sur cette thématique-là. Donc, date des années 90. Les premiers jouets sont arrivés sur le marché américain en 84. Moi, je me rappelle, j'étais jeune, mais j'ai jamais trippé Transformers. Moi non plus. C'était comme très américain, fait que, évidemment, c'est le secret, là. Il y avait une série sur Netflix, vous l'avez vu, tous les jouets
tous les dessins animés qui ont des jouets, souvent, c'est pas le jouet vient pas du dessin animé, c'est l'inverse. Le jouet est arrivé, puis on a créé des dessins animés pour les rendre populaires puis les vendre. Je pense que c'est ce qui est arrivé d'ailleurs avec les Transformers. Puis Masters of the Universe, il y en a plein. Là. En fait, même à l'origine, juste rapidement, les robots, les jouets existaient déjà au Japon, mais faisaient partie de plein de gammes. Comme ça, là, c'était juste des jouets génériques. Et quand Hasbro a acheté les droits, c'est eux qui ont créé la mythologie Transformers. Donc, ils sont allés chercher plein de jouets les plus cool. Puis on dit, on va faire de quoi avec ça? Puis on va créer les Autobots puis les Decepticons. Donc, au Japon, ça n'existait pas du tout, cette chose-là. Ouais. Bref, je ferme la parenthèse. Non, ben c'est ça. Ben, ça ramène... en fait, il y a une folie dans les jeux-là. C'est une parenthèse. Je fais une parenthèse de ta parenthèse si tu veux fermer. Les Power Rangers, c'est pareil. Power Rangers, ça s'appelle... c'est juste aux États-Unis que ça s'appelle comme ça. C'est un autre nom de guerrier. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils reprennent toutes les images de combat pareil, mais ils retournent juste les images où les Power Rangers étaient à l'école secondaire. Puis ils collent ça avec les images de bataille de tous les monstres et les affaires, puis ils faisaient les nouvelles émissions comme ça. Mais toutes les séquences de bataille sous les costumes, c'est des Asiatiques, c'est des Japonais et tout. C'est fou. C'est vraiment ridicule. Puis, mais il y avait la série Beast Wars. C'est ça, Mais ça, c'est les Primal, les Maximals. Tout à fait. Donc, après cette première mouture-là qui a duré quand même quelques années, 3-4 ans, là, en dessin animé et tout ça, puis même les jouets, évidemment, comme tout cycle, à un moment donné, les Tortues Ninja, entre autres, qui sont arrivés puis qui ont contribué un peu au déclin des Transformers. Donc, on a reparti ça justement au milieu des années 90 avec Beast Wars. Et ça a eu vraiment un grand succès. Donc, on s'inspire un peu de cette mythologie-ci pour ce nouveau film, qui est quand même une bonne chose parce qu'on nous présente quand même cet aspect-là quand même un peu plus original, honnêtement. Là. Puis j'ai quand même apprécié un peu le design des robots animaux. Là. C'était quand même assez intéressant. Là. Puis je pense que on s'entend que ces films-là sont faits quand même plus pour les enfants, les jeunes, que pour les adultes. Là. Puis c'est correct, sans jugement, si vous tripez ce genre de film-là. Si vous avez aimé les précédents, vous allez être bien servi avec lui, mais je pense que ça va plus intéresser les jeunes qui vont peut-être plus triper sur le design des personnages. Je crois que si les adultes aiment ça, c'est l'effet nostalgie beaucoup. Ouais. Mais parler un peu du générique, là, c'est Stephen Caple Jr. qui réalise, lui qui avait fait Creed 2, entre autres. Et les deux héros humains qu'on suit le plus, c'est Anthony Ramos, qu'on a vu dans In the Heights et Hamilton et une couple de trucs comme ça. Et Dominic Fishback, c'est comme un visage, je pensais, je l'avais vu, j'étais plus sûr, était dans Judas and the Black Messiah, puis elle joue dans une série télé aussi populaire dont le nom m'échappe parce que j'écoute pas ça. Au niveau des voix, Peter Cullen revient faire la voix d'Optimus Prime. Lui, qui est là depuis 1984 quand même. Depuis le premier dessin animé et tout. Là, OK. Ron Perlman, fait la voix de Optimus Primal. Ça, c'est le super primate, finalement, le gros gorille. Peter Dinklage fait la voix d'un des méchants. Scourge. C'est ça. Et Michel Yeo, la voix, c'est le faucon qui a fait, là. J'oublie son nom. Riser. Oui, exactement. Donc, justement, on n'a pas de Decepticon. Puis j'ai oublié, Pete Davidson qui fait la voix de Mirage. Évidemment. Donc, Scourge, c'est un méchant aussi qui existait dans les années 2000. Donc, ça, c'est l'autre série qui a suivi Beast Wars, parce qu'il y en a eu périodiquement. Donc, quand même, pour les amateurs un peu de la franchise de ces univers-là, il y a quand même on ramène beaucoup de personnages connus, de méchants connus. D'ailleurs, Unicron était dans le film d'animation 86 qui avait eu Transformers The Movie où mourait Optimus Prime. Fait que ça avait quand même... Il n'y a pas un fun fact sur la voix de Unicron? C'était pas ça que c'était... pas là dans le film, mais dans... À l'époque? C'était Orson Welles qui avait fait la voix, mais il est décédé par après. Puis fait que le film est comme sorti posthume. Puis c'était techniquement son dernier projet à avoir été release. Là, sorti. À avoir pris l'affiche et diffusé, exact. Son dernier crédit, c'est une voix dans un dessin animé Transformers. On est loin de Citizen Kane. Puis, fait que bref, juste pour résumer un peu ce que tu as dit, oui, c'est le 7e film, mais t'avais les 5 premiers de Michael Bay qui sont leur propre affaire, qui a même amené Shia LaBeouf et puis là, puis amené des dinosaures puis tout. Et là, ils ont reparti avec Bumblebee. Ça, c'est un peu la suite, mais c'est juste une suite temporelle, c'est pas une suite d'histoire comme telle. Il y a même des petits anachronismes si vous connaissez par cœur l'histoire entre l'un et l'autre. Là. Fait que ça se prend bien tout seul, ce film-là. Une couple de séquences de plans-séquences là, dans des scènes de bataille, des trucs qu'on a voulu rendre assez excitants.
Évidemment aussi, c'est disponible en 3 dimensions si c'est votre genre de divertissement visuel. Sinon, comédie qui, moi, m'a fait bien rire. Alibi.com 2 de Philippe Lachaud. Ouais, même chose. On est dans des suites aussi. Ouais. Philippe Lachaud, on avait déjà parlé quand il avait fait, c'était à l'automne, Super-héros malgré lui, qui était pas leur meilleur film de sa gang, mais c'est une gang un peu à la... Moi, je me souviens Adam Sandler, Rob Schneider, qui faisait plein de films, Kevin James, là, ils sont tout le temps ensemble. Ben, Philippe Lachaud, il tourne avec sa femme Élodie Fontan, avec Tarek Boudali, Julien Arrouti, et ici, il y a Nathalie Baye et Didier Bourdon également. Fait qu'ils sont il joue dans les films de l'un puis de l'autre. Tarek Boudali, lui, c'est les 30 jours max. Puis là, il va faire un 3 jours max. Ils vont faire des suites de leur affaire. Puis en France, ça connaît énormément de succès. Pas tous, mais la plupart. Et d'ailleurs, avant quasiment même d'en parler, Alibi.com 2 est à plus de 4 millions d'entrées en France. 4,2 millions pour être exact. Puis à date, en 2023, ça te classe 3e film là, depuis 6 mois déjà. Là. Fun fact, le premier, c'est Mario Bros. Le deuxième, c'est Astérix, avec 4,6. Lui, il arrive avec 4,2, mais là, il est encore à l'affiche, mais il est pas mal sur la fin. Là, il cumule fait qu'il mettra pas Astérix. Non, parce qu'il cumule comme des 100 000 entrées par semaine. Là, fait que ça va plus, c'est plus assez. En 4e, c'est les 3 Mousquetaires. Et en 5e, les Gardiens de la Galaxie aussi, qui est encore à l'affiche. Fait que, fait que peut-être qu'un Indiana Jones ou quelque chose comme ça pourrait le déloger, mais sinon, il est quand même assez confortablement dans le haut. Bref, ici, suite du premier volet, alors, j'oublie même son nom, mais en tout cas, le personnage de Philippe Lachaud veut épouser la femme qu'il aime, mais c'est malheureusement un menteur pathologique qui avait une compagnie qui servait à créer des alibis puis à aider les gens à mentir puis arriver à leur fin. Fait qu'il avait fermé sa compagnie par amour pour sa femme, sauf que là, pour le mariage, tout va bien, mais sa femme et sa belle-famille disent « Ah, tu vas enfin inviter tes parents. » Mais il est comme « Oh là là, ses parents sont très honteux. Sa mère, c'est une ancienne porn star, ou peut-être même encore active. Son père est vraiment un escroc, un petit escroc minable même, là, qui fait toujours des petites gamiques, des choses comme ça, qui sont divorcés, qui s'entendent pas pantoute. » Fait qu'il est comme, bon, je peux pas amener ces parents-là, c'est ben trop gênant. Fait qu'avec je vais repartir un peu la compagnie avec mes 2 amis. On va monter des faux parents puis après le mariage, j'inventerai une histoire pour qu'ils ne revoient plus. Mais il va se mettre le doigt dans l'engrenage, puis tout ça va empirer parce que ses parents vont réellement débarquer là. Il va être obligé d'utiliser de la maison du voisin pour faire semblant qu'il habite là, s'engager une fausse blonde pour la présenter à ses parents pendant qu'il y a des faux parents qui présentent à sa blonde, etc., etc. On est dans la comédie légère. Oui, comédie légère, des gags visuels également. C'est bien rythmé, par contre. Ça dure 85 minutes. C'est du début à la fin, quasiment, il n'y a pas de répit. Tout ça va finir dans une espèce de double mariage super intense où, comme, à chaque fois que tu penses arranger quelque chose, t'empires autre chose, là, une espèce d'effet domino. Là. Fait que toi, t'avais... Moi, j'ai pas vu le premier, toi, t'avais apprécié. Moi, j'avais bien aimé. En fait, j'ai découvert Philippe Lachaud avec son autre série, Babysitting, qui m'a emmené un soir, je m'en rappelle, je pense que c'était pendant le confinement qu'on a découvert ça. On cherchait de quoi écouter, puis en famille, donc c'est pas toujours évident, puis on est tombé là-dessus. Puis écoute, j'avais vraiment trouvé ça drôle. Le deuxième, après ça, Alibi.com que j'avais écouté. Et tu mentionnais d'entrée de jeu, ce que j'adore, c'est cet univers où il ramène toujours ses amis, ses comédiens, des amis comédiens, tout ça. Fait que ça, je trouve ça le fun. C'est juste cet aspect-là cinématographique. Puis ouais, moi, je suis bon public pour ce genre de comédie slapstick là, qui fait peut-être penser beaucoup au film de Ben Stiller. Là, un remake américain, ça aurait été Ben Stiller genre, qui aurait fait le rôle. Tu vois, je parlais d'Adam Sandler, mais Stiller, c'est pareil. Il jouait beaucoup avec Vince Vaughn, avec, j'oublie son nom, mais sa femme aussi, là, qui était dans Dodgeball. Dans Dodgeball, dans une couple d'autres comme ça. Puis, Donc, moi, ça m'a fait bien rire. Donc, si vous avez aimé le premier, le deuxième est vraiment une bonne suite. C'est vraiment de très bons gags. C'est très visuel. Puis, ouais, c'est ça. C'est vraiment une belle petite comédie légère pour l'été. C'est ça qui est dommage, c'est que la production en France de films est différente de la nôtre. Et ils ont un plus grand bassin de gens aussi, fait qu'ils produisent beaucoup plus de films. Là, on en parle souvent ici. Ouais. Mais ça serait le fun quand même avoir ce genre de film-là un peu débile. Parce que tant qu'à écouter les produits de partout, j'écouterais bien celui que Pierre-Luc Funk qui reçoit un pot de peinture sur la tête. Mais on dirait qu'à chaque fois, Michel Côté en a fait un peu, mais c'est comme des gros projets. Le film coûte 6 millions, une grosse mise en marché, c'est la totale. Puis comme,
pas mal sûr qu'on serait capable de trouver une gang de pingouins qui ferait ces films-là pour Tout genre à fait. 400 000 $, puis qu'on serait capable d'en avoir 1 ou 2 ans avec, je sais pas, là, Ouais, c'est ouais, tout ça, à fait. Pierre-Luc Funk, puis Richardson Zephyr, là, puis je sais pas quoi, tu sais. Mais peut-être que pour moins les dans notre institutions, ADN. ouais, c'est ça. Ou ça serait je veux pas dire d'emblée de jeu que ça serait mauvais, ça serait juste what you see is what you get. Ouais, une bonne petite comédie sans prétention. Ouais, c'est là, ça. Et pas essayer de faire à croire que c'est la comédie de l'année, ça va tout changer, venez voir ça. Puis c'est comme non, on le fait, puis on sait qu'à chaque mois de mai ou à chaque 18 mois, il y a un film de cette gang-là, puis on va le voir, le film coûte 400 000, ramasse 200 000, puis il fait la suite en droit télé et tout. Tu sais, je sais pas, ce serait le fun. Faudrait que ce soit nous, Pat, finalement. Ouais, Ben, on n'a pas le star power pour que le monde veuille nous voir, mais on pourrait l'écrire, puis là, après, aller pitcher à des comédiens et comédiennes sympathiques, là. Petit fun fact, tu disais justement qu'il tourne avec Élodie Fontan qui joue sa bien-aimée, sa conjointe dans ses films. Donc, dans Alibi, dans cette suite-ci, on retrouve l'ancienne conjointe de Philippe Lachaud. Ah ouais? Donc, qui s'appelle Rim Kérissi. Qui fait sa fausse femme. Qui fait sa fausse femme, effectivement. Okay. Je trouve ça quand même très drôle. Que tu demandes à ton ex de jouer ta fausse femme. Donc, il doit être en bon terme, il faut croire. Ouais, mais voilà, fait que je trouvais ça le fun. Puis aussi, vous allez remarquer, si vous voyez le film, à un moment donné, il y a un jeune garçon là, qui se fait exploser, qui se fait propulser sur le terrain du voisin, comme un espèce de jeu gonflable. Là. Donc, pour la cascade, ils ont vraiment mis comme un mannequin garçon, qui ont fait vraiment sauter par canon. Mais lorsqu'ils ont tourné la scène ce jour-là, les voisins ont vraiment eu peur parce qu'ils l'ont refait quand même quelques fois. Là, pour que c'est réussi. Ça fait qu'ils croyaient vraiment que c'était un jeune garçon. Tout savait, donc, avec la production a dû intervenir pour dire non, pas de problème, c'est un mannequin. Comme dans Mythbusters à l'époque. Là, c'est ça, on fait. Le petit Buster, leur pantin. Puis si ça vous parle, moi je dirais attendez pas trop là, parce que comme on dit, il y a tellement de films qui prennent l'affiche chaque semaine que ces films-là restent pas longtemps. Ouais, les cinémas seront peut-être pas si patients envers là, si jamais ils décollent lentement. Il y a Les Miens. T'as-tu eu le temps d'écouter? Je n'ai pas eu le temps, fait que je vais te laisser en parler. Les Miens de Roche Dizem avec, entre autres, Sami Bouadjila, qu'on a connu beaucoup avec la série Taxi, mais qui est rendu un monsieur d'une 50aine d'années qui joue les pères de famille maintenant dans des drames, plus souvent qu'autrement. Roche Dizem joue dans son propre film et il y a Mai Wen également qui a coécrit avec Roche Dizem. Puis les deux ont co-scénarisé, ils font plein d'entrevues ensemble, ils jouent un couple dans ce film-là. Puis je me demandais si c'était un couple dans la vraie vie, là, dans Section Potin, mais je pense que non. Je pense que c'est juste deux amis. Rien semblait pointer que c'était un couple, mais écoute, j'ai pas cherché pendant une journée. J'ai pas mis mes meilleurs effectifs sur le dossier. On suit d'abord le personnage de Sami Bouadjila, mais de toute sa famille qui gravite autour. Lui, c'est je pense que c'est un directeur financier ou de ressources humaines, mais il est très tranquille. Il est toujours en train de un peu négocier, mettre de l'eau dans son vin, puis il est très pacifiste. Mais il va subir un accident, puis un traumatisme crânien. Dans le fond, il va arriver une commotion cérébrale. Et suite à ça, ça va affecter sa personnalité. Vraiment beaucoup. Il va devenir complètement à l'opposé. Il va comme dire un peu les 4 vérités aux gens et se mettre à dos quand même un peu sa famille dans tout ça. Je me répète souvent, mais comme chaque synopsis, tu peux penser que c'est la même affaire qu'Alibi.com, là, mais c'est pas slapstick, justement, Adam Sandler. Là, c'est traité plus de style comédie dramatique, c'est-à-dire que ça fait vraiment des déchirures dans la famille. Sa sœur qui est super empathique, travaille beaucoup pour l'aider, aider son frère parce que lui aussi est bienveillant d'habitude, mais là, il l'envoie chier. Puis c'est comme, non, pourquoi t'as donné les vêtements? Fallait pas, je veux que t'ailles les rechercher, blablabla. Et Roche Dizem joue son frère aîné, je pense, qui est un animateur télé populaire, mais que lui est comme pas très sympathique avec tout le monde, avec son entourage. Il est assez égocentrique et tout. Puis étonnamment, l'accident va faire qu'ils vont se lier d'amitié un peu plus l'un à l'autre. Puis autant le personnage de Rochdy est comme le mouton noir, mais là, les deux vont trouver des similarités là-dedans. Et toute cette histoire-là, c'est quand même le 6e film que Zem réalise.
Mais c'est son plus personnel parce qu'en fait, c'est inspiré de l'histoire qui est arrivée à son frère. Fait que j'avais déjà entendu des histoires comme ça, mais que oui, ça peut vraiment modifier ta personnalité. Je ne sais pas si ça reste à jamais ou si c'est juste comme le temps que c'est assez long à guérir, là, une commotion cérébrale. Là, ça peut prendre plusieurs mois, fait que c'est peut-être juste le temps que tout ça se passe, mais ça arrive que les gens changent beaucoup, malheureusement. Fait que le duo des deux frères là-dedans est très crédible et est vraiment touchant. C'est un film aussi très bref. Je pense qu'il fait même pas 1h30, là, un petit peu moins. Fait qu'on est rapidement, on présente les personnages, on tombe dans l'événement, les résultats de ça. C'est sûr, tu comprends que c'est une famille assez tissée serrée. Fait qu'autant c'est très éprouvant ça, tu sens pas que la famille va vraiment se déchirer. C'est une grosse épreuve à vivre, mais c'est peut-être... ça va être quétaine, mais c'est l'amour qui aide à comme, passer au travers de tout ça. Il y a ses enfants aussi, lui, 2 adolescents, un gars qui fait juste gamer chez eux, puis tout, puis qui pense qu'il l'aide, mais peu. Fait il va éventuellement les remettre à leur place un peu aussi, mais d'une manière... peut-être qu'ils ont besoin de se faire recadrer, mais c'est quand même assez... froid et antipathique la manière que c'est fait. Alors, donc, tu as bien apprécié, si je comprends. Oui, c'est pas mon film préféré, mais je trouve qu'il y a des belles notions, ne serait-ce que, comme je dis, le jeu puis le sujet. C'est intéressant, traiter cet enjeu-là, cet angle-là, pour les miens. Et dans les autres sorties, on est encore en légèreté quand même. Les choses simples, un 3e film français cette semaine. La semaine du cinéma français. Voilà, tous les distributeurs ont un film français à offrir. Les choses simples de Éric Besnard, lui qui avait offert Délicieux plus récemment. Et on retrouve encore Grégory Gadebois, d'ailleurs, qui était dans Délicieux. Et Lambert Wilson, qui sont un duo que rien ne devrait rassembler. C'est-à-dire que Lambert Wilson est un homme d'affaires travailleur intense, qui a construit sa fortune et tout, mais là, il commence à être un peu au bout du rouleau, à être assez épuisé de tous ses déplacements internationaux puis toute la grosse finance. Et suite à une panne, il va se retrouver à rencontrer Gadebois, qui est un homme plus bourru, qui vit plus rangé, tranquille, dans la montagne, là, vraiment isolé. Fait qu'il va y avoir un clash entre les deux, mais tu vas comprendre que le personnage de Wilson veut tellement déconnecter de sa réalité qu'il dit « Non, je veux que tu restes là, apprends-moi à faire des choses, je veux servir à quelque chose. » C'est un film que j'ai pas vu, mais on dit que le récit est quand même surprenant. Ça va pas nécessairement là où on pense que ça va aller. Parce que jusqu'à là, la prémisse est assez classique. C'est pas nécessairement négatif, mais... Oui, exact. Mais en fait, c'est comme... il y a justement, un peu comme les personnages, il y a une certaine dichotomie, c'est que c'est un récit un peu imprévisible dans l'enchaînement des événements, mais les messages, eux, que le film véhicule, restent les peu subtils qu'on connaît, là, sur l'intégrité professionnelle, la poursuite de ses rêves, puis blablabla. Le retour à la nature, comme c'est salutaire. Exact, c'est ça. Mais, tu sais, je peux pas dire c'est quoi la morale finale du film, ne l'ayant pas vu. Mais c'est 2 comédiens très populaires. Je pense que ça va gagner un certain succès dans cette espèce de légèreté-là, mais qui n'est pas aussi bouffon qu'on a dans Alibi et peut-être pas aussi dramatique qu'on a dans Les Miens. Fait qu'on a un peu les 3 spectres là, ici, possibles. Puis, écoutez, c'est tout. Il n'y a pas de documentaire? Ce que j'ai vu, c'était très, 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 très limité, là, de genre un écran ou des trucs comme ça. Fait que je n'ai pas prétendre de juste tout énumérer une panoplie de films qui seront à peu près pas disponibles. Fait que, je sais, ceux qui cherchent les films super, super nichés, je pense que vous êtes habitués de les chercher vous-même. Là. Mais la semaine prochaine, il y a quand même pas mal plus de films qui prennent la fiche. Oui, c'est costaud, hein? Ouais, il y a Élémentaire de Pixar. Le nouveau Pixar, on entend beaucoup de bien. De Flash aussi, qu'on entend du bien. Je sais pas si c'est juste l'effet Batman de Michael Keaton, mais quoi qu'Andy Muschietti, c'est quand même un bon réalisateur. Et au Québec, Cœur de Slush, le très, très populaire roman, un peu jeunesse, là, adolescent, qui va être adapté au cinéma par Marie-Lou Wolfe et que on a déjà vu tous les deux. Bien hâte d'en discuter. Et que on va rencontrer l'équipe, monsieur. Puis c'est toi qui effectivement. Oui, on va avoir un épisode spécial sur Cœur de Slush. Je sais pas encore s'il va sortir avant ou après là, dans le cycle, mais bref, on vous parle du film la semaine prochaine. Fait que d'ici là, comme d'habitude, écrivez-nous balado au singulier à commercial-monciné.ca. Et procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ça, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn. Puis tant qu'à être rendu au dépanneur pour votre pinte de lait, s'il fait chaud dehors, prenez-vous donc un Mr. Freeze ou un Häagen-Dazs selon le cas.